Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 10 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Épisode 10, déjà. Enfin, 10 épisodes, mais déjà plus de 400 heures en tout en cumulé. Bon, aujourd'hui, j'avais un peu envie de rebondir sur un sujet d'actualité, et même sur un tweet qui est un peu dans l'actualité, et qui est apparu un peu sur le NBA Twitter américain. Et donc, c'est un tweet qui a été fait par un analyste NBA qui s'appelle Andy Bailey et qui a tweeté le fait que Nikola Jokic avait le meilleur box plus-minus de l'histoire de la NBA. Bon, alors, déjà, plusieurs choses à dire là-dessus. Qu'est-ce que c'est le box plus-minus ? C'est une espèce de stat, on va y revenir dessus, mais qui essaye, en gros, de mesurer l'impact d'un joueur. Via les stats, via le box score surtout, via plein de choses comme ça, on essaie de construire une stat qui va nous donner un nombre, et d'après ce nombre, on peut faire un classement des meilleures saisons individuelles de toute l'histoire de la NBA, de tous les joueurs qui n'ont jamais joué en NBA. Voilà, et comme ça, on arrive sur ce truc, ce chiffre que pour l'instant, en 2022, on arrive sur l'idée que Nikola Jokic, avec un score de 14,6 en 2022, a le meilleur box plus-minus de NBA et même de l'histoire de la NBA. Et voilà, et comme le tweet a été pas mal repris, je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Et principalement pour essayer de réfléchir à propos de cette stat et peut-être même de dire plus globalement quels sont les défauts de cette stat. Parce que là, c'est vrai que, sans vouloir non plus faire de procès d'intention, hein, c'est pas le but, mais juste il balance la stat. Donc en gros, je sais pas s'il veut dire que Jokic fait la meilleure saison de l'histoire, mais bon, c'est quand même un peu l'idée. Ça donne un peu cette impression en tout cas, de dire, mais regardez, voilà, il a le meilleur score, hop, sans commentaire, sans contextualisation, sans rien. Je pense que ça suggère un peu de dire, bon ben voilà, Jokic fait la meilleure saison de l'histoire. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, moi je l'ai pris comme ça, et je pense que beaucoup de monde l'a pris comme ça et l'a interprété comme ça. Bon, et puis, par honnêteté intellectuelle, il faut dire aussi que Andy Bailey, qui est un analyste et un écrivain, un auteur sur la NBA assez intéressant, hein, mais il faut dire quand même que c'est plutôt un fan de Denver. En tout cas, qu'il a pas mal d'affinités avec cette franchise et Jokic. Donc bon, ça peut aussi être pris en compte dans ce tweet et dans cette façon de présenter le tweet. Et en même temps, on fait pas non plus son procès, hein, c'est pas du tout le but. Ici, on va plutôt essayer de parler de la stat. On peut comprendre aussi que quelqu'un qui est à ce point attaché à Denver ou qui voit Denver très régulièrement, on peut comprendre aussi qu'il essaye de remonter Jokic d'une manière ou d'une autre, étant donné que, on peut le dire aussi, à une échelle plus globale, je pense qu'on réalise pas totalement, les gens ne réalisent pas à quel point la saison de Jokic est en effet assez exceptionnelle. C'est-à-dire que 2021, il avait déjà placé la barre très haut et il a été récompensé par un trophée de MVP, c'est vrai, mais là en 2022, il fait des trucs de fou furieux. Et c'est vrai que pour l'instant, sur les médias un peu mainstream, les gros médias, il n'y a pas trop cette reconnaissance. Donc je peux comprendre aussi qu'il essaye un peu de mettre en avant ce Jokic d'une manière ou d'une autre, et encore une fois, on ne lui fait pas son procès à lui, mais je me dis comme puisque la stat a été pas mal reprise par des gens du Twitter US, mais aussi par certains fans français, etc., je me dis que ça pouvait être un peu l'occasion de faire le point, d'essayer de donner quelques idées sur cette stat, et même plus généralement sur ce qu'on appelle ce genre de stats, on les appelle les all-in-one. C'est-à-dire une espèce de stat unique dans lequel on va mettre le plus d'informations possible et exprimer ça par un chiffre. All in one. Donc aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de ces fameuses stats en all-in-one et de ce fameux score de Nikola Jokic, le plus grand score de l'histoire de la NBA. Bienvenue dans le Basket Lab.
Bon, alors, on va essayer d'être concis. C'est vraiment le but, encore une fois, hein, c'est d'essayer d'être un peu concis et pas forcément de traiter le sujet dans toutes les longueurs et toutes les largeurs qu'on pourrait. Non, là, on va aller à l'essentiel. Ok, donc, le tweet en question, c'est Andy Bailey donc, qui nous dit « Voici les meilleurs scores pour une saison individuelle au niveau du box plus-minus dans l'histoire de la NBA. » Premier, Nikola Jokic avec 14,6 en 2022. Deuxième, LeBron James. Troisième, Michael Jordan. Quatrième, Michael Jordan. Cinquième, Stephen Curry, Michael Jordan et David Robinson à égalité. Huitième, LeBron. Neuvième, LeBron James et Jokic. De nouveau Jokic. Bon, alors déjà, on peut peut-être commencer par donner la définition très très globale. Hein. Je vais pas rentrer dans le détail, mais la définition globale du box plus-minus que nous donne Basketball Référence. Ok, donc le box plus-minus, le BPM, c'est une stat qui est basée sur le box score, donc sur la feuille de stats. Et c'est une stat qui essaye d'estimer la contribution d'un joueur de basket à son équipe lorsque le joueur est sur le terrain. Et donc, c'est basé uniquement, ils nous disent, sur les informations du box score traditionnel. Il n'y a pas de données via les play-by-play, donc le recensement des actions par action qui est fait depuis quelques années. Ça n'inclut pas ça. Et ça n'inclut pas les box scores non traditionnels, donc c'est-à-dire des feuilles de stats non traditionnelles avec des stats comme les dunks, le nombre de passes déviées, le nombre d'actions en hustle, le nombre de box-out, etc., etc. Là, on est vraiment sur une stat qui se base sur les stats très générales, les feuilles de stats très générales et très classiques, du genre points, assists, rebonds, etc. Et surtout sur quel est l'impact d'un joueur lorsqu'il est sur le terrain. Et donc, ce que le box plus-minus, le BPM, essaye de faire, c'est d'exprimer en points de basket, hein, en points, l'impact d'un joueur par rapport à la moyenne de la NBA par 100 possessions. Donc là, par exemple, on prend le tweet de Andy Bailey. Il nous dit Nikola Jokic, meilleure saison de l'histoire avec 14,6 en 2022. En gros, ça veut dire que par 100 possessions, Nikola Jokic, lorsqu'il est sur le terrain, il pèse pour 14,6 points par 100 possessions de plus que la moyenne. Donc à chaque fois qu'on le met sur le terrain, on a un apport de quasiment plus 15 points par 100 possessions jouées contre l'adversaire. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Je ne vais pas aller plus loin que ça dans la définition de ce qu'est le box plus-minus. On s'en fiche un peu pour aujourd'hui. Bon, ils nous précisent quand même que selon eux, donc Basketball Référence, les créateurs nous disent que c'est une stat qui est plutôt bonne pour mesurer l'attaque. Alors c'est bien la formulation qu'ils ont. Très bonne pour mesurer l'attaque et solide de manière générale. Mais donc, évidemment, ça veut dire que l'impact défensif et les chiffres défensifs, en particulier, ne sont pas complètement capturés par cette statistique. Bon, et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Basketball Référence, voir la formule, voir la manière dont ils sont calculés, les coefficients que eux ils attribuent. Par exemple, ils ont des coefficients différents selon les positions. Une assist pour un meneur, c'est un coefficient multiplicateur fois 0,58, alors que pour un pivot, il multiplie par 1,034, donc le double, hein, un peu moins du double. À l'inverse, les rebonds offensifs, il y a un coefficient qui est beaucoup plus gros pour les meneurs, c'est-à-dire 0,6. Il multiplie les rebonds par 0,6, alors que pour les pivots, c'est seulement fois 0,1, etc., etc. Voilà. Donc il y a toute une... En fait, ils font une équation en fonction du box score et en fonction des stats très basiques de points, 3 points, assist, turnover, rebond offensif, rebond défensif, steal, bloc et faute personnelle. Et à chaque fois, ils attribuent des coefficients différents, multiplicateurs. Et en gros, ils trouvent cette espèce de chiffre. Enfin, ils trouvent un chiffre et ensuite ils le comparent
aux chiffres moyens de NBA, etc. etc. Enfin, bref, il y a plein de subtilités, mais à la limite, on s'en fiche. Mais bon, quel est le problème, du coup, avec cette stat? Et pas forcément que cette stat, mais avec les stats de All-in-One et les stats en plus-minus. Bon, il y a quand même plusieurs problèmes, mais je pense que le problème principal, ça reste que le basket est un sport d'interaction. Mais vraiment, en termes de théorie des jeux, je pense qu'on sous-estime à quel point il y a un nombre d'interactions incroyables sur un terrain de basket que, par exemple, on ne trouve pas du tout dans le baseball. Sachant que les mecs de Basketball Référence, je l'ai déjà expliqué sur le podcast, c'est un site qui dérive de Baseball Référence à la base. Un site d'analytics sur le baseball. Mais c'est vrai qu'un sport comme le baseball qui est extrêmement séquencé avec très peu d'interactions entre les joueurs, ça peut marcher. Là, pour le basket, je pense que le nombre d'interactions et d'influences les uns sur les autres, il est assez énorme. Mais bref, le problème aussi qu'on a, et on peut le voir de suite avec cette stat, c'est que les plus-minus ou les all-in-one, bah, finalement, elles dépendent beaucoup trop, je trouve à mon goût, elles dépendent beaucoup trop du contexte autour du joueur. Il y a beaucoup trop d'influence à la fois des adversaires, mais aussi des coéquipiers, surtout dans le sens où quelqu'un qui a de très bons coéquipiers, bah, il va avoir un score en plus-minus qui va être moins élevé, puisque quand il est sur le terrain et qu'il y a d'autres joueurs très très bons sur le terrain, bah, la force de l'équipe, elle ne vient pas que de lui. Et à l'inverse, quelqu'un qui, comme un peu Jokic, qui n'a pas grand monde autour de lui, ou dans une équipe où les remplaçants sont pas très bons, bah forcément que son impact va être plus grand, va être d'autant plus grand que les remplaçants et les coéquipiers ne sont pas si bons que ça. Je pense qu'il y a une trop grande influence de plein de facteurs externes sur la stat de un joueur, et notamment, ce qui est assez évident, c'est que il y a beaucoup trop d'influence du niveau des coéquipiers sur ce joueur-là. Et notamment, je vais vous dire les 3 saisons les plus prolifiques de l'histoire sur ce box plus-minus. On a Nikola Jokic, donc en 2022. On a LeBron James en 2009. J'ai bien dit 2009. Et puis on a Michael Jordan en 1988 pour compléter le podium. Et puis on peut continuer à descendre comme ça. David Robinson en 1994. LeBron James, sa deuxième meilleure saison all-time. Ah bah tiens, c'est Cleveland en 2010. Ensuite, on a de nouveau Nikola Jokic en 2021. On a même 14e saison, la meilleure sur cette stat, c'est celle de Russell Westbrook en 2017. Donc la saison des triples-doubles. Et si on descend encore un tout petit peu, on a Chris Paul en 2009. On a LeBron James en 2008. On a Michael Jordan en 1987. On a Dwayne Wade en 2009. Tracy McGrady en 2003, etc., etc. Mais donc, je ne sais pas si vous avez tilté déjà, mais quel est le point commun à toutes ces saisons? Ben, si on se souvient un peu, ce sont principalement des saisons où il y a un joueur central et où le casting autour n'est pas très bon. Typiquement, Nikola Jokic, cette année, bon, on a Monte Morris qui est censé être le meilleur backup et on a Aaron Gordon. Bon, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je pense pas que ce soit une deuxième option, mais globalement, le casting autour, il est très faible. Et là, encore, là, je parle de ces deux lieutenants, mais si on descend encore dans la rotation, c'est très, très, très faible, Denver actuellement. Parce qu'il y a des blessures, hein, Michael Porter, Jamal Murray, etc. Mais bref, l'effectif autour de Nikola Jokic, il est particulièrement mauvais. C'est même assez rare d'avoir jamais vu un joueur aussi fort avec un tel effectif aussi pauvre autour. Mais donc, forcément, avec des coéquipiers aussi mauvais, forcément que Jokic va avoir un score bien plus haut. Puisqu'en fait, il y a tout qui tourne autour de lui. Et que les victoires de Denver, elles sont pas tant au crédit des autres, qui sont pas très bons. Elles sont plutôt au crédit de Jokic. C'est lui qui apporte la valeur. C'est pas quelqu'un d'autre.
Donc là, vraiment, le fait d'être seul dans cette équipe, au niveau de cette stat, la stat du box plus-minus, elle va beaucoup avantager Nikola Jokic. De la même manière, deuxième de ce classement all-time, LeBron James en 2009. Et même, on a dit LeBron James plus tard pour la saison 2010. 8e all-time. Bon, est-ce que 2009 et 2010, ce sont les meilleures années en carrière de LeBron? Moi, je pense pas. Je pense pas du tout. C'est une époque où il était plus athlétique, c'est vrai, mais où son jump shot était quand même bien moins bon que ensuite à Miami et que de nouveau Cleveland après, et que aux Lakers. Mais bon, bref, c'est pas forcément les meilleures saisons en carrière de LeBron, je pense pas. Mais comme à Cleveland à l'époque, il y avait personne, il y avait pas grand monde, c'est là qu'il fait ses meilleurs scores. On l'a dit aussi dans ce classement, on a Michael Jordan, et notamment 3e all-time en 1988. 88, c'est la fameuse année où il fait 35 points par match, et il est vraiment omniprésent, mais de la même manière, le casting autour, il n'y a pas grand-chose, quoi. Enfin, il y a de bons joueurs, évidemment, mais il n'y a pas une autre star, par exemple. Donc, forcément, en tant que lui, seul star de ce système, de cette équipe, forcément que son score va être hyper élevé, mais encore une fois, est-ce que Michael Jordan en 87 et 88, est-ce que c'est le meilleur Michael Jordan qu'on ait jamais eu? Peut-être, je m'y connais pas assez sur le sujet, peut-être. Je pense pas quand même, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que d'autres très pertinents comme Ben Taylor ont dit. Mais par contre, c'est des saisons où il était un peu seul, où il n'y avait pas d'autres stars, il n'y avait pas d'autres énormes contributeurs. Et donc, c'est des saisons où son score va être boosté. Donc voilà, on pourrait donner d'autres exemples comme ça, mais bon, je pense que vous avez un peu compris l'idée. Et d'ailleurs, de la même manière, autre stat un peu en all-in-one qui essaie d'exprimer plein d'informations en un seul chiffre, c'est la stat qui s'appelle le différentiel sur cleaning the glass. Et en gros, c'est une mesure du net rating. Et donc, l'offensive rating et le defensive rating, ce sont plutôt des stats à utiliser à l'échelle d'une équipe. Parce qu'à l'échelle d'un joueur, c'est seulement un joueur sur 5. Donc, il y a beaucoup trop d'interférences des 4 autres sur le terrain dans cette stat, dans ce chiffre-là. Et donc, Andy Bailey, il a posté aussi cette stat où on voit que les 3 meilleurs de NBA, ce sont Nikola Jokic, Aaron Gordon et Monte Morris. Bon, et pour le coup, cette fois, en postant ça sur Twitter, il reconnaît que voilà, l'influence du banc de Denver qui est très mauvais, elle est quand même très grande. Le fait que Denver ait un banc aussi nul, ça influence forcément ce fameux net rating. Mais bon, voilà, encore une fois, illustration parfaite de ce qu'on dit. Le fait que des stats en offensive rating, en defensive rating, ou donc ici le net rating, à l'échelle individuelle, ça veut pas dire grand-chose. Et puis déjà que pour des joueurs stars, je trouve que ça n'a pas trop de sens de regarder ce genre de stats en net rating, en plus-minus, etc. Déjà que pour une star, ça marche pas trop. Alors, en plus, pour des role-players ou pour des joueurs beaucoup moins majeurs, beaucoup plus mineurs, ça a encore moins de sens. On prend le même joueur avec le même niveau, on le met à côté de Wendell Carter Jr., par exemple, ou de, je sais pas moi, Jeremy Grant, ou de Daniel Tice, on n'aura pas les mêmes stats. On aura des stats extrêmement différentes, alors que, encore une fois, le même joueur, à côté de Jokic, il va faire un net rating, ou un plus-minus, ou un box plus-minus. Quand ce joueur-là est sur le terrain, en même temps que Jokic, il profite de l'impact de Jokic. Alors que ce même joueur, on le déplace ailleurs, on le met à côté de Daniel Tice, on le met à côté de Robin Lopez. D'un coup, avec les mêmes qualités, il va avoir un score extrêmement différent, et même beaucoup plus bas. Ah tiens, d'ailleurs, puisque j'ai parlé de Jokic et de Wendell Carter Jr., il y a un exemple qu'on peut prendre, je vais aller voir, c'est celui de Gary Harris. Gary Harris qui a joué à Denver pendant longtemps avec Jokic, et qui ensuite est parti, a été échangé à Orlando. Et donc si on regarde, hop, j'y suis, voilà, au niveau du on-off, il a toujours eu un on-off
très positif à Denver, plus 3, plus 5,3, plus 5,3, plus 3,3, plus 3,4. Et d'un coup, il changeait à Orlando. Ben là, d'un coup, il passe de plus 3 à moins 8. Et cette année, moins 6. Le même joueur. Et même, non, ça va plus loin que ça, puisque lui-même, Gary Harris, si vous vous souvenez, il a subi des grosses blessures, il a eu un niveau de jeu très fluctuant, même en étant à Denver. Donc, normalement, une stat qui serait fiable, elle nous dirait que y a des années où il était mieux et des années où il était moins bien. Sauf que si on prend son net rating à Denver, c'est sensiblement la même chose. Plus 3, plus 5, plus 5, plus 3, plus 3. Donc, c'est pour ça que les plus-minus ou les stats en on-off, vraiment, il faut faire très attention parce que, très simplement, c'est un joueur sur 5. Voire même, non, plus que ça. C'est un joueur sur 10 sur le terrain. Et donc vraiment, simplement regarder et simplement essayer de lire l'impact d'un joueur sur les 10 par rapport à l'évolution du score du match ou par rapport à sa feuille de stats, c'est quelque chose de... Enfin, c'est impossible. On ne peut pas décorréler l'impact de 10 joueurs et on ne peut pas scinder l'impact de 10 joueurs pour dire lui est responsable de temps, lui est responsable de temps, lui est responsable de temps, etc., etc. Je pense vraiment pas qu'on puisse le faire. En tout cas, pas de manière aussi simpliste, juste avec le box score et l'évolution du score du match. On ne peut pas décorréler et on ne peut pas scinder l'impact et l'influence de chaque joueur par rapport à ça. Bon, et par exemple, sur le fameux classement des net ratings que Andy Bailey a posté, on a Nikola Jokic en numéro 1, plus 33 points par 100 possessions. Et puis, donc, deuxième de NBA Aaron Gordon, troisième de NBA Monte Morris. Bon, je pense qu'on peut dire que Aaron Gordon et Monte Morris sont là aussi parce que ce sont les deux lieutenants cette année de Jokic, que Jokic est étincelant et que donc, lorsque Aaron Gordon et Monte Morris sont sur le terrain, comme par hasard, il y a aussi Jokic. Et donc, il y a l'impact de Jokic qui est inclus dans cette stat du net rating. Ok, l'équipe, elle marque 27 points de plus que la moyenne lorsque Aaron Gordon est sur le terrain. Oui, mais sur ces minutes-là, il y a aussi Nikola Jokic, en fait. Et ça, la stat, elle ne nous le dit pas. Donc c'est un peu trompeur quand même. Et si on peut descendre le classement, quatrième de NBA, quatrième meilleur, à cette époque-là, le 15 décembre, c'était D'Angelo Russell. Bon, un peu étonnant quand on connaît sa saison 2022 assez inefficace. Cinquième meilleur, Immanuel Quickley. Septième meilleur, Obi Toppin. Huitième meilleur, Cole Anthony. Ensuite, Patty Mills. Jaren Jackson Jr. Fred VanVleet. Dylan Brooks. Derrick Rose. Giannis Antetokounmpo. Enes Kanter. Harmony Brooks. Bref, la stat elle est beaucoup trop imparfaite. Elle mesure pas du tout l'impact d'un joueur. Sinon, on aurait en fait l'impact des tout meilleurs joueurs de NBA. On aurait Jokic en 1, Curry en 2, ou Kevin Durant en 2, en 3, LeBron, en 4, Antetokounmpo, etc., etc. Là, on n'a pas ça du tout. Donc, c'est même pas qu'il faut la manier avec des grosses pincettes, c'est qu'il faut pas la manier du tout, je pense. Bon, bref, vous voyez bien que avec tout ce qui est plus-minus de base, tout ce qui est net rating à l'échelle individuelle, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne peut pas décorréler l'impact d'un joueur des 9 autres qui sont sur le terrain à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, là j'ai parlé surtout de l'influence des coéquipiers, mais il faut aussi avoir conscience que quelqu'un qui n'a pas un bon backup en NBA, forcément il va avoir un on-off
de folie. Si vous êtes très très bon, vous êtes un top 10 joueur NBA, mais que votre remplaçant, c'est quelqu'un de très solide également, bon, il n'y a pas trop de différence. À la limite, le joueur d'élite, il va avoir un impact d'élite, et le remplaçant, il va avoir un plutôt bon impact. Donc la différence, elle va pas se voir. Alors que si vous prenez le même joueur d'élite, et que vous lui donnez un remplaçant, lorsque lui il sort du terrain, vous faites rentrer quelqu'un qui est mauvais, bon, ben là forcément le différentiel il va être bien plus grand, c'est normal. Entre quelqu'un qui a un impact d'élite et quelqu'un qui a un impact très mauvais. Donc différentiel plus grand. Mais vous voyez bien que le on-off d'un joueur peut être totalement boosté par un facteur qui ne le concerne pas du tout. Par la qualité de son backup. Donc le problème, c'est que toutes ces stats, elles essaient de mesurer l'impact lorsqu'il est sur le terrain. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop l'influence du facteur de qui est sur le terrain lorsque ce joueur n'y est pas. Et donc, quelle est la qualité de son backup? Et là, pour le coup, si on reprend le classement des meilleurs box plus-minus de la NBA, donc premier Jokic, deuxième LeBron en 2009, troisième Jordan en 88, etc., etc. Bon, j'ai parlé du fait qu'à côté d'eux, il n'y avait pas forcément des coéquipiers très bons, mais il faut dire aussi que ce sont des joueurs et des saisons où le niveau du backup était quand même très très mauvais. D'ailleurs, je suis même pas sûr que tout le monde soit capable de me citer quel est le backup au poste de pivot cette année à Denver. Pendant longtemps, ça a été Mason Plumlee, mais cette année, cette année, les backups, ils sont pas top. On a des options small ball avec Jeff Green et JaMychal Green. Et bon, c'est sympa pour le spacing, mais on perd quand même pas mal de choses en défense et on perd pas mal de choses en attaque également. C'est pas de très bonne qualité. Et sinon, à part ça, on a du bol-bol, mais qui n'a pas joué beaucoup, à peine 11 matchs. Et on a aussi, qui joue backup, d'après Basketball Référence, au poste de pivot, on a Zeke Naji. J'espère que j'ai bien prononcé. Mais qui est un joueur très jeune, sophomore, je crois, qui a à peine 20 ans, et qui est pas mal en attaque, qui peut mettre quelques shoots de temps en temps, mais c'est pas du tout un joueur de haut niveau encore. Donc, en fait, la stat de box plus minus, la stat de on-off, la stat de net rating et tout ce que vous voulez, toutes ces stats un peu en all-in-one ou toutes ces stats qui dépendent du box score ou de l'évolution du score, en réalité, pour Jokic, ce sont des stats qui sont carrément boostées par le fait que son backup est mauvais. Encore pire, est-ce que vous seriez capable de me citer quel était le backup de LeBron James en 2009 ? Je peux vous dire les noms, je suis même pas sûr que vous deviniez qui était le backup. On avait du Mo Williams, Delonte West, Anderson Varejao, Ilgauskas, Daniel Gibson, Ben Wallace, Wally Zerbiak, Joe Smith, Sasha Pavlovic et J.J. Hickson. Là, si vous voyez un poste 3 de qualité, franchement bravo. Bon, d'après Basketball Référence, à l'époque, ils nous disent que 79% du temps, c'était Wally Zerbiak. Mais qui n'est pas du tout un joueur du niveau de titulaire, voire peut-être même pas, à l'époque, un joueur qui était un bon remplaçant. D'ailleurs, c'est sa dernière saison NBA. Sa toute dernière. Après, on l'a plus revu. Bon, bref, etc., etc. D'ailleurs, autre exemple pour cette année, il y a pas mal de chiffres que j'ai vus, mais que je me suis un peu retenu de retweeter. Il y a pas mal de chiffres qui nous disaient que cette saison, en tout cas sur le début de saison, que Daniel Gafford était le meilleur rim protector de NBA. Le meilleur protecteur de panier de toute la NBA. Et pour le coup, vous savez à quel point je suis fou amoureux de Daniel Gafford. Moi, je pense qu'en effet, il a un potentiel de dingue en protection du panier. Il n'y a aucun souci. Mais pourquoi est-ce que ces chiffres on-off ou ces chiffres de défense et d'impact, quand lui est là ou quand lui est pas là, ils sont aussi grands? C'est qui le backup à Washington? C'est Montrezl. Montrezl, c'est sympa en attaque, mais en défense, c'est catastrophique.
Donc en fait, forcément que Gafford va avoir de très bons chiffres, très impressionnants, vu que son backup est assez calamiteux en défense. C'est facile d'avoir un impact et un on-off et un différentiel positif, très positif, avec quelqu'un qui part de très très bas. Avec quelqu'un même qui a une valeur négative en défense, et notamment dans la protection du panier. Bon, et puis, autre défaut, je sais pas si vous en êtes rendu compte quand j'ai expliqué un peu comment fonctionnait la stat du box plus-minus, le BPM tout à l'heure, je vous disais, il y a des coefficients qui sont attribués à chaque stat, aux points, au turnover, aux assists, aux rebonds, selon les positions des joueurs. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent que un meneur, on va donner un coefficient multiplicateur plus faible pour une passe décisive, là où, pour un pivot, ils attribuent un score et un coefficient multiplicateur pour chaque passe décisive beaucoup plus grand. Et donc, évidemment, moi, ça me pose un peu un problème. C'est quand même assez arbitraire de faire comme ça. Déjà, c'est assez arbitraire de définir qui joue à quel poste. Et puis, encore une fois, on est dans une NBA où la notion de rôle est beaucoup plus importante que celle de poste. Et il n'y a pas de meilleur exemple que celui de Nikola Jokic. Peut-être que, et même sans doute, Jokic fait ce score incroyable au niveau all-time, au niveau du box plus-minus, parce que lui, contrairement à LeBron, ou contrairement à Curry, ou contrairement à Jordan ou à Magic Johnson, lui, comme c'est un pivot, comme on a dit que c'est un pivot, ses passes sont multipliées par un facteur bien plus grand que pour des extérieurs, ou pour des ailiers, ou des meneurs. Mais bon, ça n'a pas trop de sens de réfléchir comme ça. Enfin, selon moi en tout cas. Nikola Jokic, c'est un créateur, c'est le créateur de l'équipe. Même s'il joue pivot de facto, c'est un créateur, c'est un initiateur au même titre que James Harden, au même titre que LeBron ou que Luka Doncic ou que Trae Young. Encore une fois, ça c'est tout l'épisode numéro 3 qu'on avait fait sur lui en expliquant que en fait, c'est le même rôle. Effectivement, c'est pas forcément le même style, c'est pas la même manière de faire, mais c'est le même rôle. Donc finalement, venir attribuer des coefficients et des scores et des notes différentes selon si c'est un pivot qui fait une passe ou si c'est un meneur, bon, moi je suis pas forcément d'accord d'un point de vue philosophique avec cette manière de faire et cette façon de calculer. Et comme Jokic est évidemment extraordinaire au niveau de la passe, bon, si lui, il se prend un facteur multiplicateur beaucoup plus grand que tous les autres, forcément que son score, il va être relevé vers le haut. Son score global. Donc bon. Bon, après, quand même, je vais essayer d'insister un peu. Je ne dis pas du tout que la stat ne vaut rien. Je dis pas ça. Moi, personnellement, je suis pas fan des all-in-one et de ce genre de stats de on-off, etc. Et donc, le box plus-minus, je suis pas hyper fan, mais je dis pas non plus qu'il faut totalement le jeter à la poubelle. Pas du tout. Et d'ailleurs, si vous allez voir le classement du box plus-minus, bon, globalement, c'est quelque chose de très cohérent. Par exemple, pour cette année 2022, on a Nikola Jokic en numéro 1, en numéro 2, Antetokounmpo, en numéro 3, Stephen Curry, en numéro 4, Kevin Durant, et en numéro 5, Rudy Gobert. Bon, ça va, c'est pas délirant. Jokic en 1, Antetokounmpo en 2, vu son impact défensif encore plus cette année, vu l'absence de Brook Lopez, Stephen Curry, Kevin Durant aussi, leur impact offensif de très bonne qualité, bon, c'est normal de les retrouver là, et Rudy Gobert, je pense que le grand public n'est pas trop d'accord, mais le fait est que sa valeur et son impact sont effectivement d'élite, de par sa défense. Et donc la stat, elle n'est pas totalement fausse. Faut pas non plus dire que c'est tout à jeter à la poubelle et que du coup c'est trop largement influencé par le contexte pour que ça veuille dire quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai non plus ça. Si vous voulez, on peut même reprendre le classement de l'année d'avant. En 1, Nikola Jokic. En 2, Antetokounmpo. En 3, Curry. En 4, Jimmy Butler. En 5, LeBron, Joel Embiid, Kevin Durant, James Harden, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Damian Lillard. Bon, c'est pas choquant. C'est totalement cohérent même de retrouver ces noms-là. Donc, effectivement, je ne dis pas que la stat est à jeter à la poubelle.
Ce que je dis par contre, c'est que d'une part, il faut avoir conscience des limites de la stat, comme n'importe quelle stat. Il faut vraiment avoir conscience de ce qu'elle nous exprime vraiment et pas de ce qu'on pense que la stat elle exprime. Quelle est la vraie information elle nous donne et surtout, quelles peuvent être les forces et les faiblesses de cette stat. Donc ça, c'est comme pour les joueurs d'ailleurs. On peut aimer un joueur, mais il faut quand même avoir conscience de ses faiblesses et de ses forces. Et ben pour les stats, c'est exactement pareil. Il faut savoir quelle stat est influencée par quoi, quelle stat va privilégier tel ou tel profil, telle ou telle tendance, etc. pour pas être surpris par certains résultats. Donc bref, premièrement, il faut avoir bien conscience, à mon avis, de ce que vraiment la stat exprime et quelles sont notamment les faiblesses de la stat. Première chose. Et puis, surtout, je pense que, deuxièmement, c'est une stat assez cohérente, mais qu'il ne faut pas non plus, vu ses faiblesses, il ne faut pas non plus la prendre à la virgule près. Il ne faut vraiment pas la prendre même au chiffre près ou essayer d'aller comme ça dans le détail avec la supposition qu'on est sur de la précision ultime. On n'est pas sur une stat avec une précision très très fine. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Je pense que ça nous donne une image globale qui est très bonne, comme à peu près toutes les all-in-one. D'ailleurs, parfois il y a des irrégularités, mais si vous prenez la stat qui s'appelle LeBron de Basketball Index, donc LeBron c'est un acronyme de LEBRON, Luck Adjusted Estimated Using a Box Prior Regularized On-Off, LEBRON, LeBron. Et donc là-dessus, si vous regardez le classement de ce qu'ils appellent la stat en LeBron, bah pareil, on a numéro 1 Jokic, Antetokounmpo, Curry, Gobert, Embiid, Butler, Chris Paul, etc., etc. Donc voilà. Et donc, comme toutes les all-in-one, ce sont des stats cohérentes, mais qu'il ne faut pas non plus suranalyser, je pense. Je pense que ça nous donne quand même une idée plutôt précise de l'impact de chaque joueur, une idée assez globale de dans quelle zone à peu près est-ce qu'un joueur se situe. Est-ce que c'est plutôt dans le top 5, top 10, ou est-ce que c'est plutôt... non, pas du tout en fait, dans le top 50 à peine. Je pense que de cette manière-là, on peut regarder de manière très globale, mais il ne faut pas, je pense, aller pinailler sur de la précision et sur la virgule près, parce que justement, ce sont des stats où il y a beaucoup trop de largesse, beaucoup trop d'imprécision, donc on ne peut pas raisonner comme ça, quoi. Et donc, mine de rien, le fait de faire un classement all-time et de dire Jokic est premier, 1 point devant LeBron, qui lui-même est premier, à 2 dixièmes devant Michael Jordan, qui lui-même est 3e, 1 dixième devant un tel ou un tel, bon, je ne pense pas qu'il faille raisonner comme ça. Je pense qu'il faut plutôt prendre ça comme une indication plutôt générale, mais pas du tout essayer de prendre ça à la virgule près, au dixième près, vu les largesses et vu les imprécisions qui sont inhérentes à ce genre de stats. Donc voilà, le coup du box plus minus pour nous dire que Nikola Jokic faisait la meilleure saison de l'histoire de la NBA, en tout cas pour sous-entendre ça, de manière volontaire ou involontaire d'ailleurs. J'accuse pas forcément Andy Bailey de vouloir dire ça, mais même de manière involontaire, mine de rien, c'est un peu ça que le tweet il dit. En tout cas, il est un peu pris pour ça. Et surtout que ce qui est un peu dommage, c'est que justement, je pense qu'il y a plein de manières différentes de montrer que la saison de Nikola Jokic, elle est légendaire. Il y a plein d'autres stats, il y a plein d'autres manières de le faire. Par exemple, c'est un peu ce qu'on avait fait dans l'épisode 3, encore une fois, j'arrête pas de le citer, mais quand on a parlé de Jokic et de sa saison 2021, qui déjà était incroyable, on a parlé du fait que son temps de possession était très faible par rapport à tous les autres porteurs de balles et tous les autres créateurs majeurs de NBA. On peut parler de sa production brute en termes de passes décisives qui est énormissime. On peut parler de son ratio assist pour perte de balle qui est assez extraordinaire et qui est vraiment
le plus rentable de NBA, hein, quasiment. On peut parler de son impact défensif, d'une manière ou d'une autre. On peut parler de son évolution au shoot. Et même, on peut parler, encore mieux, de son scoring individuel extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on disait qu'en termes de true shooting plus, donc le true shooting, les points par tir ajustés par rapport à la moyenne de l'époque, la saison 2021 de Nikola Jokic, c'était 113 de true shooting plus. Et donc, à peu près l'équivalent de Michael Jordan dans ses meilleures années. À peu près. Sauf que Jokic, cette année, il est à 119 de true shooting plus. Donc, son score est 19% plus élevé que le score moyen de NBA. Et là, on est dans une zone qui est très clairement historique. Là, vraiment, la saison 2022 de Nikola Jokic, ça ressemble un peu à la saison 2016 de Stephen Curry. Un chouïa moins efficace en termes de scoring individuel, mais par contre, on peut le dire, avec un impact en termes de création collective 1000 fois meilleur que Curry en 2016. Enfin bref, il y a plein de manières comme ça qu'on pourrait utiliser pour dire que la saison de Jokic, elle est extraordinaire. Mais vraiment, il y a plein de stats qu'on pourrait les trouver, et plein de manières, de façons de le formuler, de choses à voir, de choses à démontrer, pour se rendre compte qu'effectivement, Jokic est sur une saison, pour l'instant, totalement légendaire. Et je pense pas que ça soit la manière de faire non plus, de le présenter comme ça, à l'échelle de l'histoire, et de dire, bon, il est 4/10 au-dessus du deuxième all-time, quoi. Non. On peut utiliser d'autres arguments beaucoup mieux. Et là-dessus, je voulais citer un peu pour finir, quelque chose que Seth Partnow avait tweeté il y a quelques temps. C'était en mars dernier, où Seth Partnow, donc quelqu'un qui a travaillé dans le front office de Milwaukee, qui vient d'écrire un bouquin, et pas un gourou, mais quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en analytics, et il avait organisé une espèce de conférence qui s'appelait le Sports IDs 2021. Et comme ça, il tweetait un peu ce que ses intervenants sur ces différents panels pouvaient raconter. Et notamment, on avait un intervenant qui s'appelle Nick One, et qui est directeur des analytics pour l'équipe des Reds de Cincinnati, de baseball, et qui disait donc, durant cette conférence, je suis très content que les gens s'éloignent peu à peu de ces statistiques un peu omniscientes, un peu all-in-one. Et dans le baseball, en l'occurrence, c'est la stat en WAR, W-A-R, et que donc les gens s'éloignent un peu de ce genre de stats all-in-one et se mettent un peu plus à se concentrer sur les stats à un niveau microscopique. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, j'étais vraiment on ne peut plus d'accord. Je pense vraiment qu'il y a eu une période où on a beaucoup aimé ce genre de stats, et notamment les toutes premières stats qui sont apparues comme le PER, comme le plus-minus, le box plus-minus, etc. Il y a plein de nouvelles stats qui sont nées médiatiquement en plein milieu des années 2000, voire même un peu avant, et on s'est un peu reposé dessus, mais aujourd'hui, on sait déjà que ce sont des stats avec de gros défauts, d'une part, et puis surtout, aujourd'hui, on a accès à des bases de données qui sont incroyables, extraordinaires dans le domaine public. Ce que propose, par exemple, NBA.com, de manière totalement gratuite, c'est vraiment assez incroyable. Donc, vraiment, si vous avez envie de vous mettre un peu à ce genre d'analytics, le conseil que moi j'aurais à vous donner, c'est celui-là, qui est donc de s'éloigner petit à petit des espèces de stats en all-in-one qui ont de gros défauts, et de se concentrer de plus en plus sur de l'analyse à l'échelle microscopique. Vraiment donc des éléments très ciblés. Et donc par exemple, plutôt que de regarder un pourcentage global à 3 points, aujourd'hui on peut regarder quelles sont les stats en catch and shoot, quelles sont les stats en pull-up, les stats après un dribble, les pull-up après 2 dribbles, les pull-up après 7 dribbles, etc., etc. Ou plutôt que de regarder par exemple seulement les tirs au panier, on peut aujourd'hui arriver à un niveau beaucoup plus microscopique, à segmenter tout ça, à fragmenter tout ça. Et donc, plutôt que de prendre la réussite globale d'un joueur au panier,
On peut voir quelle est sa réussite sur des paniers en transition. On peut voir quelle est sa réussite sur des drives, donc balle en main. On peut voir quelle est sa réussite sur des cuts, donc sans la balle, à l'inverse. On peut voir quelle est sa réussite sur spot-up. On peut voir quelle est sa réussite sur des jeux en sortie d'écran, etc., etc. Vraiment, si vous ne deviez retenir qu'une chose de ce podcast, c'est celle-là. Aujourd'hui, on a vraiment une quantité d'outils statistiques incroyables que, à mon avis, ce serait une erreur de continuer à suivre un peu trop à la lettre les stats en all-in-one, le PER, le box plus-minus, le plus-minus, le net rating à l'échelle individuelle, etc., etc. Et pour le formuler un peu plus simplement, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de s'intéresser aux stats qui calculent, donc c'est-à-dire qui font des calculs elles-mêmes, et plutôt s'intéresser aux stats qui mesurent. C'est-à-dire que le calcul que telle stat a fait elle-même ou que tel site internet a fait lui-même en disant on va prendre ça et ça, mais pas ça, etc., etc. Une stat qui est un calcul d'une équation où les éléments sont décidés de manière arbitraire par ses créateurs, j'avoue que moi, je suis beaucoup moins fan et je préfère me tourner vers des stats qui ne sont pas des calculs, mais plutôt des mesures. Donc, c'est-à-dire vraiment des choses qui sont non pas calculées, non pas le produit d'une certaine équation, mais bien une mesure réelle et concrète de quelque chose qui s'est passé sur le terrain. Donc vraiment, plutôt que de prendre des stats très générales qui essaient de calculer plusieurs choses à la fois, avec parfois une interaction un peu arbitraire de son créateur, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se tourner vers des statistiques qui sont des mesures. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur le terrain? Aujourd'hui, on peut le faire. Et donc, à mon avis, il faut se tourner vers ce genre de stats. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, on a fait un peu plus long que ce que j'aurais pensé, mais ça va, on est quand même globalement dans les clous d'un format assez court, en sachant qu'on a dit pas mal de choses, mine de rien, sur ce sujet, donc c'est pas mal. Un jour, on se posera un peu plus calmement et on fera un truc un peu plus complet, je pense, soit avec Antoine, soit avec d'autres gens calés en stats, et on essaiera de traiter le sujet en longueur et en profondeur. Mais bon, en même temps, même si j'ai pas parlé parfaitement de tout et en étant ultra complet aujourd'hui, on a quand même avancé quelques pistes de réflexion, en tout cas j'espère, donc c'est pas mal. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si le podcast vous a plu ou vous plaît en cette période de fête, pensez aux petites étoiles, ça fait toujours très plaisir. Et de mon côté, je vous dis bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Ciao.